On est très très heureux à l'école Camondo ce matin d'accueillir ces journées ontonautiques, ce nouveau sport inventé par Aurélien et Axel Grégoire et qu'on espère le plus prolifique possible. Donc aujourd'hui à l'école Camondo, on est boulevard Raspail, on est à la bibliothèque de l'école, demain à l'ENSI, salle Charlotte-Perriand je crois. On m'a dit la mythique salle Charlotte-Perriand. Donc on espère la future mythique bibliothèque de l'école Camondo. Alors on est tout particulièrement heureux d'accueillir ces journées parce que d'abord je suis chargé de vous souhaiter la bienvenue de la part du directeur de l'école Camondo, René-Jacques Mayer, qui pour tout dire est à l'isolement depuis vendredi dernier. Il a décompensé. Il a décompensé, oui. Mais aussi, je crois, attraper le virus à la mode. L'isolement, c'est comme tout le monde. Mais qui vous souhaite évidemment la très bienvenue. On est très heureux de ce programme de recherche, donc piloté par Aurélien, pour les deux écoles, en tout cas en collaboration, en partenariat entre l'ENSI, les ateliers, le CRD, le NS Paris-Saclay et l'école Camondo. Alors particulièrement heureux parce que pour nous c'est le début d'une aventure, hein, le département de la recherche et des post-diplômes de l'école Camondo a été créé en 2019, septembre 2019, donc c'est quelque chose de tout neuf. Et effectivement j'ai confié à Aurélien le soin de monter quelque chose. Alors moi j'étais très dans l'inconnu de ce que ça pouvait donner, et Aurélien avait évidemment déjà un programme dans la poche, prêt à partir, et du coup on a monté cette année ces deux journées ontonautiques. Alors particulièrement heureux parce qu'enfin, j'allais dire, on a réussi à faire un vrai partenariat avec l'ENSI, ce qui est un vieux rêve ici. Alors pour vous donner quelques éléments aussi de contexte, on en parlait à l'instant avec Fred, l'idée que d'abord à Camondo on a beaucoup d'ENSiens qui enseignent le design, mais aussi pas que. La directrice pédagogique de l'école Camondo, Charlotte Poupon, qui est au fond, est une ENSienne. Et puis il y a très peu de temps, on discutait avec Patrick Bouchin. Donc Patrick Bouchin, qui est un ancien de l'école Camondo, ce que peu de gens savent, il est diplômé de l'école Camondo, de la promo 66, et qui racontait comment dans les années 80, il avait commencé à réfléchir au tout début de l'année 1980 à une nouvelle école innovante de design, tout cela avant l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, la nomination de Jack Lang, et qu'il a rencontré Jack Lang et qui lui a expliqué qu'il avait effectivement un projet d'école, et ce projet d'école s'est concrétisé dans la fondation, avec Patrick Bouchin et avec d'autres personnes, la fondation de l'ENSI. Et en fait il avait pensé l'ENSI, il avait été lui-même étudiant à Camondo, puis prof à Camondo. Il avait pensé l'ENSI un peu en opposition avec Camondo, c'est-à-dire en termes de pédagogie, c'est l'exact inverse. Là où chez nous, on est très cumulatif, très progressif, avec un tronc commun unique, des étudiants qui font les mêmes cours au même moment, dans les mêmes années, et bien l'ENSI était tout l'inverse, avec effectivement le parcours de l'étudiant qui était au centre de la conception pédagogique. Donc on est très heureux, j'allais dire que c'est presque un retour aux sources, ce partenariat entre les deux écoles, puisque je pense qu'on a beaucoup de choses à se raconter, même si effectivement les pédagogies sont différentes, les profils d'étudiants sont différents, les objectifs et le cadre d'insertion professionnelle est différent ou sont différents, mais en attendant il y a des porosités, de nombreuses passerelles à nouer entre nous, et donc on va aujourd'hui le faire par le biais de ces voyages à travers le sens et l'essence des choses et des objets. Et donc, écoutez, on espère que tout ça va être très enrichissant durant ces deux journées. Dernière chose aussi, la particularité de ces journées me semble être de mêler des interventions et des communications de chercheurs confirmés, de théoriciens, mais aussi d'étudiants. Ce qui est, là, je trouve, quelque chose de tout à fait fondamental, c'est-à-dire de laisser la parole et d'écouter des étudiants de l'ENSI et de l'école Camondo, et de voyager à travers leurs travaux de recherche au moment des diplômes, principalement de leur mémoire et de leur démarche de projet. Merci beaucoup Alexis, merci Aurélien, et puis bonjour à tout le monde. On a souvent dialogué ensemble, hein, donc je me suis dit que j'allais broder autour de notre dialogue quelque chose en fait que j'espère un peu fécond. On a dans les différentes choses, dans les différentes discussions qu'on a pu avoir ensemble autour, bien évidemment,
de ton travail à la question de la représentation, à la question de la représentation des objets, à la question des imaginaires des objets, m'a souvent renvoyé en fait à ce livre de Bruno Latour dont nous avons souvent parlé ensemble, qui est Fétichisme. Donc il y a un ouvrage que vous connaissez peut-être, que l'on pourrait qualifier finalement d'ethnofiction. Dans ce livre, en fait, Latour imagine un explorateur portugais en train de dialoguer avec un autochtone qu'il a rencontré, je crois bien, dans un pays lointain, mais qui s'appelle plutôt la Guinée. Et en fait, il le surprend en train de sculpter un bout de bois, et l'habitant est en train de fabriquer une statuette, en fait. Et une fois l'ouvrage terminé, il pose la statuette devant lui et se prosterne. Donc le Portugais, du haut de son savoir, lui dit mais pourquoi tu te prosternes devant cette statuette? L'Autochtone répond, c'est la coutume de se prosterner devant nos idoles. Ce à quoi le Portugais lui rétorque, mais c'est toi qui l'as créé, cela ne peut pas être une idole, puisque c'est toi qui l'as créé. L'Autochtone lui répond, justement, c'est parce que c'est moi qui l'ai créé que c'est justement une divinité. Cela pose bien évidemment la question, alors plus largement que le dialogue qu'on a eu ensemble précédemment, la question de la séparation en fait, du monde entre ceux qui croient et ceux qui savent. À peu près, ça donne un peu une frontière entre guillemets entre les deux. Mais là, moi, ce qui m'a intéressé ici par rapport à ce que tu développes, Aurélien, c'est aussi une manière de nous interroger sur la relation qu'on a, que nous entretenons avec les formes, que nous créons notamment dans les sociétés dites occidentalisées. J'ai un peu du mal avec ce mot d'Occident. J'ai préféré occidentaliser. Je sais pas, il y a quelque chose dans le mot d'Occident qui me paraît sans frontières et un peu difficile à cerner, mais en fait on a mis dans cet espace-là, qui a démarré plutôt en Europe, à distance la matière, et nous avons désacralisé notre relation à la matière, comme le souligne, autre référence que nous avons souvent eue ensemble, Foucault, dans Les mots, les choses. Ainsi nous avons redéfini notre relation à l'objet. Les objets sont maintenant reproductibles, là je te cite, directement remplaçables, jetables, et nous avons oublié ce que les objets ont constitué, là j'ouvre les guillemets, puisque c'est du Aurélien dans le livre, comme environnement animé durant la plus grande part de l'histoire de l'humanité, comme l'a fait remarquer notre cher Aurélien dans son ouvrage, donc La vie des objets. Apprendre des objets, donc c'est un peu la question qui est aussi posée dans ces journées qui arrivent, les journées ontonautiques. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Apprendre d'un objet, en fait. Il y a un objet devant moi et je vais apprendre de lui. Comment apprendre de quelque chose que nous avons créé nous-mêmes? Alors il y a un peu cette tension finalement dans ce que tu proposes. C'est la question que Aurélien nous pose. Il nous dit que nous apprenons de lui, c'est-à-dire de l'objet, que nous le concevons, que nous apprenons de lui pendant que nous le fabriquons, et que nous apprenons de lui quand nous le manipulons de notre vie quotidienne, lui étant l'objet. Alors il n'y a pas un mot féminin, mais en tout cas c'est pour l'instant celui qu'on utilise. Arrêtons-nous donc sur ce dernier aspect, c'est-à-dire nous apprenons de lui quand nous le manipulons, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, on est amené effectivement à manipuler des objets. L'objet serait donc doté d'un pouvoir de transmission de savoir, si je te lis. C'est un peu l'impression, en tout cas, que ça me donne. Mais si on y réfléchit bien, il y a donc un objet qui a donc cette capacité, on le connaît bien, cet objet qui a la capacité de transmettre le savoir, c'est le livre, en fait, tout simplement, qui fait partie des objets de notre quotidien. Tous nos objets seraient donc des livres. On a déjà aussi parlé de ça ensemble, des livres en puissance, la chaise, le bol, la brosse à dents, la table. Tous nos objets seraient donc consultables. Nous en avions déjà parlé, autour d'une bière. Quand je bois une bière avec un verre, je ne fais pas que boire une bière, je consulte le verre. Idem quand je m'assois sur une chaise, si bien qu'il n'y a pas que l'usage de s'asseoir, mais il y a aussi l'usage de la consultation lorsque l'on est en relation directement avec ces objets. Peut-être que cette perception de l'objet est influencée aussi par l'arrivée des objets connectés, tous consultables. Le numérique a modifié la définition même de l'objet. Et maintenant, qu'en est-il de ces objets qui sont devenus apprenants? Qu'en est-il de ces objets dotés d'intelligence artificielle? Et je repose la question hautement contemporaine, comme le fait Aurélien, comment apprendre de quelque chose que nous avons créé nous-mêmes? Il y a donc urgence à ce que les designers questionnent les représentations et les imaginaires des objets afin de se réapproprier et repenser nos cadres de production, de conception, de consommation. 2 journées n'y suffiront pas. Non.
Ça va être long. Mais c'est déjà un début. 2 journées qui sont consacrées à cette question que nous pose Aurélien. 2 journées organisées par l'école, donc Camondo, et l'ENSI Les Ateliers. Aujourd'hui, nous sommes donc accueillis à l'école Camondo. Demain, nous serons accueillis à l'ENSI des Ateliers. 2 journées qui rassembleront nos équipes de recherche, celle de Camondo et celle du centre de recherche en design que nous avons créé avec l'école normale supérieure Paris-Saclay. Je peux le dire comme ça, je déclare ouvert les journées ontonautiques. Merci Aurélien. Merci. Et peut-être juste une précision, parce que c'est vrai qu'on a employé ce terme plusieurs fois, mais sans jamais vraiment l'expliciter. En fait, l'ontonautique, ça vient d'abord d'un dialogue avec Axel Grégoire, ici présente, et notamment d'un article qu'on a écrit ensemble sur ce qu'on a appelé des ontofictions, avec cette idée que justement dans l'époque contemporaine où on parle beaucoup de récits, d'imaginaire, de mondes multiples et ces choses-là, il s'agissait de formaliser aussi des outils un peu à la fois théoriques, méthodologiques, pour adresser cette question des représentations et des récits. Et donc les ontofictions, c'était un point de départ dans lequel on a essayé d'hybrider des objets issus de la société occidentale avec des ontologies autres que l'ontologie occidentale, et notamment celle des anciens Mexicains, des Nahuatl, et essayer de voir en fait comment ça permettait de re-questionner notre relation aux objets et, comme Armand vient de le dire, finalement ce que les objets nous apprennent. Et à partir de ce premier travail théorique, alors c'est peut-être autour d'une bière, encore une fois, ou en allant aux toilettes peut-être, que l'idée d'ontonautique nous est venue, avec cette idée que... moi, c'est les 2-3 années passées, j'ai consacré mon travail à ça, c'est-à-dire au travers des métiers d'art, voir comment les artisans d'art qui maîtrisent ou qui ont une certaine relation, en tout cas, avec la matérialité et des savoir-faire techniques, explorent des formes de lettres, et donc sont en quelque sorte des ontonautes, c'est-à-dire des voyageurs de lettres. Voilà. Donc les journées d'études ontonautiques, c'est, et je pense que les contributions de Jeanne Guin, de Fred Bozy, d'Axel Grégoire, de Bettina Comte, de Léon Alix Mazot, de Quentin Bitran, d'Audrey Emery, de Gabriel Nadeau-Sanjouan, de François Torel, d'Anne Lefebvre et de Thomas Hims, en fait, chacun de leur point de vue, philosophique, biologique, d'architecte, de designer, alors designer industriel, designer graphique, et tout un tas de pratiques, témoignent en fait de cette richesse des représentations et comment elles peuvent venir ensuite nourrir des réflexions sur la production d'ontofiction ou simplement de nouveaux récits ou de nouveaux imaginaires.